c'est une société qui a 7 pôles d'activité, de la maintenance, de la finance avec de la déclaration fiscale, du CRM, de la RH, de la BI, de la GED et surtout celui-là dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'outil le plus connu et leader en France, qui s'appelle Nautilus, où on fait, pour faire simple, 80-90% des notes de frais de l'ensemble des entreprises françaises. Okay, donc 10 mots, c'est ça, c'est un peu plus de 40 millions d'euros de chiffre, c'est 8% de croissance sur sa globalité. Sur la partie cloud, c'est 27%. Donc c'est important de faire le différentiel. Dit autrement et sans mauvais jeu de mots, et pas parce que c'est moi qui m'en occupe, mais la partie cloud tire d'Imo Software en termes de chiffre d'affaires. D'accord ? Et ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 2 millions d'utilisateurs qui utilisent la solution Nautilus en hébergement chez nous. D'accord ? 6000 clients et 410 collaborateurs, dont 10 dans mon équipe qui s'occupent de la supervision et du maintien en conditions opérationnelles des 3 plateformes qu'on a, et je vais vous en parler juste après. On a 2 types, donc je viens de vous le dire, hein, on utilise aujourd'hui 3 clouds. Le premier est un cloud privé, dit souverain, non soumis au Cloud Act. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, c'est un mot que je n'ai pas encore entendu jusque-là. C'est super important. Dit autrement, un cloud souverain, c'est une entreprise française de droit française régie par l'État français. Ça veut dire que tonton Donald aux États-Unis n'a pas de droit de regard sur ce qu'il y a là-dedans. À l'inverse des 2 que vous avez en dessous. Azure est une entreprise américaine, Google aussi. Si demain vous contractez avec Azure ou GCP, hors société française, le président lui-même a le droit de venir voir ce qui se passe dedans, que vous soyez d'accord ou pas, que vous soyez au courant ou pas. Donc c'est juste super important. Donc c'est très bien le cloud public, hein, mais méfiez-vous, il y a des entreprises qui ne veulent pas exposer leurs données. Le laboratoire de recherche de L'Oréal, par exemple, ne mettra jamais ses données dans Google. Ça me paraît juste évident. Mais ça correspond à d'autres besoins. On a 2 typologies de déploiement automatisé chez Dimo. Une adaptée au cloud privé, une adaptée au cloud public. Celle qui est adaptée au cloud privé, la personne qui était juste avant en a parlé sur la partie DevOps, c'est qu'on ne peut pas automatiser via des services, puisque ces services n'existent pas, ils n'existent que dans les clouds privés. Donc notre seule solution, c'est de monter une usine logicielle, ce dont il a parlé, nous en l'occurrence c'était FS, de provisionner de manière automatique en fonction de ce qui arrive du développement des environnements, donc des VM. Une fois que c'est testé, recetté, qualité, ça part en production. D'accord ? Encore une fois, l'usine logicielle TFS nous pousse de l'information, on leur provisionne des environnements de manière automatisée, ils les déploient dessus, ils testent, ils valident, ils recettent, une fois que c'est fait, ça part en production. D'accord ? Si ça ne marche pas, parce qu'on n'est pas non plus parfait, hein, le rollback est bien évidemment automatique, c'est-à-dire qu'on n'a aucun geste manuel derrière pour faire ça. Ce que je vous dis là, on a 23 applications chez Dimo, c'est vrai pour une quinzaine d'applications. Il y en a encore 8 qui sont faites malheureusement à la main, donc on est en train de les automatiser, ça prend du temps. Mais l'idée, c'est de réduire la chaîne de traitement et d'éviter les actions manuelles, parce que quand on fait des choses à la main, on fait des bêtises. Et il y a des clients derrière qui payent pour ça, donc c'est gênant. D'accord ? En résumé, comment ça se passe ? On a des serveurs de source qui nous permettent de déposer des fichiers de conf ou des exés ou des installs, peu importe. On a forcément des validations du développement et de la qualité, donc des coups de tampon qu'on appelle chez nous des comités feu vert, c'est-à-dire que tant que ce n'est pas validé, testé, recetté, on ne monte absolument rien en production, même si un client le réclame en urgence, surtout pas. Une fois que c'est fait, on a ce qu'on appelle un flag chez nous, donc peu importe, une valeur qui dit si c'est 1, t'installes, si c'est 0, t'installes pas. Pourquoi ? Parce qu'on peut très bien avoir des kits fournis par le développement qui marchent très très bien à 18h. Ça s'installe automatiquement chez nous la nuit. Et puis à 20h, je reçois un coup de fil en me disant « Laurent, finalement, c'est la merde, ça marche pas. » Je ne vais pas me connecter de partout et tout supprimer. Donc je change cette valeur, je la mets à 0 et il ne se passera rien. C'est ça le but. Ça, c'est la méthode de déploiement un petit peu automatisée et la partie DevOps Made in Dimo sur un environnement cloud privé. En parallèle de ça, pour pallier à la partie sécurité et au fait qu'on puisse avoir des pannes, on a ce qu'on appelle un PCA, un plan de continuité d'activité. Ce qui est natif en cloud public. Hein. J'entendais, où il est ? Il n'est plus là. Le premier monsieur qui a fait la présentation parlait des différentes régions Amazon. Enfin, il n'a pas utilisé le mot région, mais c'est ça le principe, c'est d'avoir plusieurs data centers. Ça n'existe pas sur un cloud privé. Donc il faut le construire. Donc on a construit 2 salles différentes, ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité, ce qui fait que si la première tombe, la deuxième prend le relais. D'accord ? Comment ça se passe ? Tout est répliqué en continu. Vous avez vu comme c'est beau, j'ai bossé quand même. Donc, pour que ça puisse fonctionner sur la salle 2, si la 1 n'est plus là, comment il faut que je procède ? Il faut d'abord que j'écrive l'info sur la 2.
Parce que si la 1 coupe, la 2 n'est pas à jour. Donc il faut que j'écrive à l'inverse de ma pensée. Je dois écrire là et après là-bas. Le temps de traitement, c'est des millisecondes, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Je ne peux pas répliquer que l'application, parce que j'ai des configurations réseau, j'ai des URL, j'ai du filtrage IP, j'ai plein de choses. Tout ça, il faut le prendre en compte, sinon le client ne pourra pas bosser sur la salle numéro 2. D'accord ? Idem sur le site de secours. Tout ce que j'ai en termes de configuration réseau système, il faut que je l'ai là. Si j'ai ces 3 éléments, je réplique, et en cas de panne de la première salle, je fonctionne sur la deuxième. Ce qui nous permet d'avoir des RTO et des RPO plutôt bien. Le RTO, c'est le temps qu'on va mettre pour reproduire. C'est-à-dire que la salle numéro 1 est tombée, moi je ne suis pas très content, les clients non plus, en combien de temps je vais pouvoir les remettre en service ? Avec ce mécanisme-là, c'est à la seconde, puisque ma salle numéro 2, elle est opérationnelle. Le client, il ne sait même pas que la salle numéro 1 ne marche plus. Au pire, il a pris une micro-coupure, mais ça s'arrête là. D'accord ? Et le RPO, c'est à quel point je vais pouvoir remonter. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme situation. Il faut que je revienne à la normale au bout de combien de temps. D'accord ? Les engagements qu'on a aujourd'hui, c'est 24 heures. Ça convient globalement à l'ensemble des clients. Hein. L'idée, c'est de vous dire que si un client n'est pas content au bout de 24 heures, ça veut dire que la salle 1 et la salle 2 ne sont plus là. Dit autrement, on a pris une bombe à la tour de Salvani. Dit autrement, vous et moi, on aura bien d'autres choses à faire que de s'occuper de la salle. D'accord ? Cette mécanique-là, elle est native dans le cloud public. Donc on l'a construit nous à la main sur un cloud privé parce qu'on n'avait pas le choix et qu'une salle, c'est pas suffisant. Maintenant, sur un cloud public, c'est absolument naturel. Sur la partie cloud public, on est un peu différent, donc c'est pour ça que ce que vous avez dit avant était plutôt sympa, c'est-à-dire que nous, on fait beaucoup de Kubernetes. On déploie de manière évidemment automatique via du Kubernetes. Le principe du Kubernetes, c'est de travailler avec des clusters, donc l'idée, c'est qu'on n'a jamais une machine, et on déploie par briques. Donc notre outil de pilotage de la plateforme, c'est celui-ci, qui est absolument dédié. On a chacune de nos 23 applications qui sont dans des mondes différents aussi. La partie reporting et dashboard de la plateforme, donc ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous le montrer après sur ma machine pour voir quels sont les SLA, où est-ce qu'on en est, les temps de réponse, etc. Ce qu'on appelle chez nous un ESB, alors je ne sais pas si ça vous parle, l'idée de l'ESB, c'est ce qu'on appelle un entreprise service bus. Dit autrement, quand quelqu'un fait sa note de frais, par exemple, il va falloir que ça génère un virement. Donc il va falloir qu'on discute avec les banques. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on va extraire de l'info de Nautilus qu'on va envoyer en ordre de virement à la banque. Donc on va faire transiter des fichiers. L'outil de transit de fichiers s'appelle un ESB. D'accord ? La partie API pour piloter les applications, et puis la partie disaster recovery, donc c'est comme un PRA où c'est le fait de dire ma salle est tombée, il faut que je puisse repartir. Tout ça est séparé dans des briques différentes, ce qui fait que quand je mets à jour un composant, je n'impacte absolument rien autour. Et tout ça est fourni nativement. J'ai même pas à me poser la question. D'accord ? Donc au quotidien, qu'est-ce que ça donne ? Le dev a des parties d'environnement de test et recettes absolument autonomes, donc ils font ce qu'ils veulent dessus. C'est leur joujou, ils les provisionnent, ils les cassent, ils les remontent, ça les regarde eux, d'accord ? Tout ça est basé sur ce qu'on appelle des services managés, donc on a beaucoup parlé de Google et d'Azure, nous c'est ce qu'on utilise effectivement, mais un service managé, c'est le fait de dire je vais vous allouer une instance SQL Server pour un volume de 100 Go qui va vous coûter 90 €. Effectivement, si vous dépassez ce volume, on va le multiplier. Mais moi, j'ai rien à installer de mon côté. C'est Azure ou GCP qui le font. D'accord ? Donc ça, c'est du service managé. Et la partie API que je pourrais vous montrer également, c'est la consommation de l'API qu'on fait. C'est-à-dire que la facturation est au kilo-octet et à la seconde. Donc plus j'utilise l'API, plus je paye. Mais plus je paye, et donc plus les clients l'utilisent. Donc plus ils me payent moi. Donc globalement, c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions ?